Bonjour, maître Laurent Franck-Liénard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat du policier qui est mis en examen après la mort de Naël. On se souvient, c'était il y a 10 mois à Nanterre. Naël, 17 ans, tué par un policier après un refus d'obtempérer. On se souvient aussi des émeutes, évidemment. Et vous avez participé hier à la reconstitution de ce qui s'est passé il y a 10 mois. Je précise que je suis avec Maxime Ranstetter. Bonjour Maxime, journaliste police-justice de BFM TV. La grande question, c'est de savoir si on a appris, si vous avez appris, si la justice a appris quelque chose de la reconstitution d'hier. Mais avant d'y venir, est-ce que vous pouvez nous raconter cette reconstitution? J'ai lu que votre client, par exemple, portait un gilet pare-balles, une cagoule pour ne pas être reconnu. C'était des précautions, comment dire, absolument nécessaires? Oui, étant donné le niveau d'émotion et le niveau de violence que cette affaire a provoqué, il était logique qu'on s'assure de la sécurité de tous les participants, et tous les participants avaient à leur disposition des gilets pare-balles s'ils le souhaitaient, et pouvaient se cagouler. Donc les deux policiers ont décidé de porter des cagoules de manière à ne pas être reconnus, et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est fréquent dans ce type d'affaires. C'est fréquent. Pour vous raconter la reconstitution, oui, elle a été extrêmement minutieuse et extrêmement longue, puisque nous avons étudié 25 secondes entre le moment où les policiers descendent de la moto et le moment du tir. Et ces 25 secondes, nous les avons décortiquées pendant 14h30. 14h30 d'opération, c'est énorme, mais c'est un acte qui est essentiel, la reconstitution. Il était indispensable qu'on y passe le temps nécessaire. 25 secondes, ça correspond notamment aux images et peut-être à la vidéo que beaucoup ont vue de la mort de Naël. Décortiqué pendant 14h30. Comment on décortique 25 secondes en 14h30 ? Eh bien, on rejoue la scène 10 fois, 20 fois, en fonction des différentes versions. Et chaque élément de la scène est décortiqué. Donc, des coups ont-ils été portés ? Est-ce que vous vous êtes positionné ici ou non? Et en fonction des versions, eh bien, on rejoue les scènes, soit avec les personnes qui y ont participé en réel, soit avec des figurants si on refuse d'y participer. Voilà. Globalement, c'est comme ça que ça prend ce temps. Et puis, à chaque fois, on confronte les versions de chacun avec la réalité de ce qu'on a constaté. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites et qui ne tiennent pas la route. Et donc, face à certaines énormités, mais on confronte celui qui l'a prononcé et à la réalité, tout simplement. Mais ça veut dire, encore une fois, pour préciser les choses, c'est-à-dire que hier, la justice s'intéresse au moment où la voiture est à l'arrêt, au moment où il y a ce tir, mais elle ne s'intéresse pas à ce qui s'est passé avant, les éventuels refus d'obtempérer, le fait d'avoir pu mettre en danger tel ou tel piéton, par exemple, avant, tout ça, ou la course-poursuite, la justice ne s'y intéresse pas à ce moment-là. Non, c'est pas qu'elle s'y intéresse pas, c'est qu'elle ne le reconstitue pas. Reconstituer un trajet, reconstituer un frôlement d'un cycliste avec une voiture, c'est impossible. Donc elle reconstitue ce qu'elle peut reconstituer. Et ce qui est l'objet du débat judiciaire, c'est la nécessité de tirer à ce moment-là précis. Le reste est dans le dossier et évidemment participera de l'appréciation que l'on fera en droit de la nécessité de ce tir. Vous avez toujours dit, votre client a toujours dit que son tir était justifié. Justifié parce qu'il s'est senti en danger, justifié parce qu'il considérait que son collègue policier était en danger et que d'autres piétons auraient pu être en danger également. Est-ce que pour vous, la reconstitution d'hier a prouvé cela? Elle a parfaitement permis d'établir que tout ce qu'il disait était vrai. C'est-à-dire qu'il n'a pas été mis en porte-à-faux sur aucune de ces déclarations. Toutes ces déclarations, ces déclarations de positionnement, ces déclarations de verbalisation, la manière dont il tenait son arme, tout a été vérifié et tout concorde. Donc mon client, il sait ce qu'il a fait et il dit la vérité. Et sur la nécessité du tir, mon client, il est affirmatif. Il ne devait pas laisser repartir cette voiture, sinon elle allait tuer quelqu'un. Elle allait forcément tuer quelqu'un. Mais était-il vraiment en danger? Parce qu'on a pu notamment interviewer d'autres avocats hier soir qui nous expliquent que la notion de danger, c'est la manière dont votre client justifie son tir. C'est-à-dire, mon tir était nécessaire car là, j'allais être écrasé contre le mur. Bah, c'était peut-être pas si évident que ça, la reconstitution. Alors, il faut se rappeler que mon client, il dit 3 choses. Il dit, la première raison pour laquelle je tire, c'est parce que je vois que mon collègue risque d'être emporté. Donc d'abord, c'est son collègue. Ensuite, il dit, les autres occupants de l'espace public vont être écrasés. Et ça, c'est certain, si la voiture repart, elle écrase quelqu'un. Elle a manqué d'en écraser 2 quelques secondes avant. Et troisièmement, moi-même, je me suis senti en danger. Donc il se met en troisième position. Mais ce danger, pour lui et son collègue, il était réel, matériellement? Hier, on a constaté qu'il risquait d'être écrasé. D'abord, ce danger, c'est un ressenti. Et ça, c'est important. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il a légitimement pu ressentir un danger pour lui, même si le danger n'est pas objectif? Parce que la voiture, elle est partie.
Et mon client, il est resté sur ses pieds. Donc, il n'a pas été écrasé. Objectivement, il n'a pas été écrasé. Mais il a ressenti qu'il pouvait l'être. Est-ce que ce ressenti est légitime ou non? C'est la question qu'on débattra devant la justice. Mais surtout, on a vu qu'il a été bien poussé par la voiture et que juste derrière lui, il y avait des plots, qu'il avait le pied qui était quasiment coincé dans le trottoir. On a pu voir tout ça. C'est l'intérêt de cette reconstitution, c'est que pour le moment, nous n'avions que l'image de la vidéo, que ces images qui ont été passées en boucle. Et puis hier, nous avions cette voiture. Image de la vidéo qui donne le sentiment que votre client n'était pas forcément en danger immédiat. C'est le sentiment qui avait été donné à la vision de cette vidéo. Tout à fait, parce qu'on ne voit pas ses pieds. On ne voit pas qu'il est coincé dans un trottoir. On ne voit pas que juste derrière lui, il y a un mur. On ne voit pas que à côté, il y a un plot, des gros plots en plastique qui vont empêcher, si la voiture repart, qui vont l'empêcher de pouvoir se mouvoir. Tout ça, on ne le voit pas. Et hier, c'est devenu une réalité. Et la voiture, elle était là, on pouvait rentrer dedans. Il y avait les gens qui étaient là, les policiers étaient là aussi. Et ça a été fait. Et c'était très important que ce soit refait exactement à l'endroit où ça s'est passé, parce que nous avions ce trottoir, nous avions sa hauteur, nous avions la proximité du trottoir avec la roue. Tout ça, on a pu le percevoir et on a pu percevoir le danger. Je voudrais qu'on entende l'avocat de la mère de Naël, Maître Boudy, qui lui dit que votre client n'était pas en danger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la reconstitution s'est fondée sur les vidéos qui ont été diffusées largement dans le public. Ce qu'on voit sur la vidéo, c'est que le policier n'est pas en danger. Il a expliqué au départ que le véhicule lui fonçait dessus et que c'est pour ça qu'il a fait usage de son arme. Donc, la conséquence principale de cette évolution-là, c'était que le policier n'était pas en danger de mort, n'était pas en danger tout court, et par conséquent, l'usage de son arme n'était pas nécessaire. Ce sera l'objet du procès. Oui, ce sera l'objet du procès s'il y a. Ce sera l'objet en tout cas du débat judiciaire. Oui, s'il y a, parce que les magistrats qui sont en charge de cette instruction peuvent décider qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Ils peuvent le décider si les éléments objectifs du dossier sont correspondants avec les prévisions de la loi. Parce que nous avons quand même une justice qui va juger non pas en émotion, mais par rapport à la loi. Et je rappelle depuis le début de cette affaire que dans ces circonstances-là, les policiers ont l'autorisation de tirer. C'est une autorisation qui leur est donnée par le législateur pour protéger les citoyens. Est-ce que nous devions laisser repartir cette voiture avec le risque qu'elle percute une famille? Ou est-ce que les policiers ont le droit, dans ces cas-là, d'utiliser l'arme qui leur est remise par l'État, il y a même marqué propriété de l'État dessus, pour protéger les citoyens et pour empêcher cette personne déviante au volant de mettre en danger des vies humaines innocentes? Donc, vous dites, on peut aller vers le non-lieu dans cette affaire. On peut tout à fait aller vers le non-lieu parce que toutes les cases sont cochées. Malgré la mort de Naël, d'un jeune Naël M. Malgré l'issue fatale de cet usage d'armes, qui est évidemment qui n'était pas du tout volontaire. Hein. Mon client, il n'a jamais voulu tuer Monsieur Merzouk, jamais. Seulement, Monsieur Merzouk a pris une décision. Cette décision était de repartir, alors qu'il venait de manquer d'écraser des gens. C'est démontré par l'enquête qu'il a décidé de repartir? Parce qu'on évoque la notion qu'il a peut-être redémarré parce qu'il a lâché la pédale ou... C'est démontré par l'enquête qu'il a accéléré volontairement. Et donc, à partir du moment où il accélère volontairement et qu'il met en danger la vie des autres, les policiers ont le droit de protéger les citoyens avec l'arme de dotation. C'est terrible pour celui qui prend cette décision et qui en subit les conséquences, mais c'est la loi. Mais ça veut dire que votre client a tiré sans avoir l'intention de tuer Naël, c'est ce que vous dites. Bien sûr, jamais. Et jamais il a voulu tuer. Il tirait vers le bas, il voulait blesser Naël pour l'empêcher de repartir. Et véritablement, on voit d'ailleurs sur la vidéo, on voit que son canon est dirigé vers le bas et il tire vers le bas. D'abord pour le blesser seulement, et ensuite pour ne toucher personne, parce qu'autour, il y a plein de gens. Hein. Il y a 2 personnes dans la voiture, déjà, et puis il y a plein de gens autour. Donc, il ne veut pas blesser quelqu'un, et c'est la raison pour laquelle il fait ce qu'il appelle un tir fichant, un tir qui va vers le bas. Il pensait impacter les jambes, impacter son bassin, voilà, l'empêcher de repartir. Le blesser pour l'empêcher de repartir. Vous disiez 14h30 de reconstitution hier, il y a d'autres questions qui se sont posées, notamment sur les coups. Est-ce qu'il y a eu des coups portés par votre client ou par son collègue à Naël ou aux passagers? Alors, mon client n'a jamais eu de contact physique avec Naël. Parce que certains témoins disent le contraire. Jamais, il n'a jamais eu de contact physique. Et quant au coup, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de l'instruction, parce qu'il y a quand même un secret de l'instruction et je ne veux surtout pas le violer. Ils ont été débattus. Ma religion est faite. Il n'y a jamais eu de coup donné sur ce conducteur. Maintenant, la justice en
en discutera. Mais c'est pas le fond de ce qui nous intéresse, puisque il est démontré que mon client n'a eu aucun contact physique avec Monsieur Merzouk. À cette reconstitution, il y avait donc votre client, son collègue, il y avait les 2 passagers de la voiture de Naël M, mais il y avait aussi beaucoup de témoins. Beaucoup de témoins oculaires, dont les personnes qui ont filmé, qui ont produit ces vidéos, qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Est-ce que sans eux, sans ces vidéos, il n'y aurait pas eu d'affaire Naël ? Alors, à chaque fois qu'il y a un tir mortel, il y a une instruction qui s'ouvre, il y a une enquête qui est faite. À chaque fois qu'il y a un tir mortel, le policier, très souvent, est placé en garde à vue. Et il est entendu, le parquet s'en saisit. Donc, est-ce qu'il y aurait eu ou est-ce qu'il n'y aurait pas eu d'affaire Naël? Je n'en sais rien. Parce que en tout votre cas, client, au départ, disait quand même que la voiture lui fonçait dessus, ce qui n'est pas exactement la réalité. Non, il n'a jamais dit ça. Il n'a pas dit ça dans les premières synthèses. Il n'a jamais dit ça. C'est un commissaire de police qui lance cette information à la radio. Mon client n'a jamais dit ça. Et mon client, dès sa première audition, a dit qu'il était monté sur la voiture et qu'au moment où elle est partie, il a décidé d'appliquer un tir pour l'empêcher de partir. Donc, ne lui mettons pas une responsabilité qu'il n'a pas. Non, l'affaire aurait été traitée avec moins d'émotion. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas fait brûler la France, certainement. Et peut-être est-ce qu'on aurait su raison garder et qu'il ne serait pas parti en détention. Sauf que cette vidéo, elle a aussi permis de mettre en doute un certain nombre d'éléments qui étaient avancés par votre client aussi, et que les choses étaient peut-être par votre client ou par l'institution policière. J'entends ce que vous dites là, mais la vidéo permet aussi, de poser un certain nombre de questions et de montrer que les choses ne sont pas aussi évidentes. La vidéo est très bénéfique dans l'ensemble de nos dossiers, puisqu'elle permet effectivement de mettre une image sur les déclarations de chacun et de confronter les déclarations de chacun à cette image. Donc elle est très bénéfique, et moi j'appelle tous les policiers et gendarmes à filmer toutes leurs interventions. Il faut le maximum d'images, parce que bien souvent, elles sauvent le policier ou le gendarme. Là, mon client, dès ses premières déclarations, et avant qu'il sache qu'il y avait une vidéo, puisqu'au moment où il est entendu, il ne sait pas qu'il y a une vidéo, il a ses premières déclarations qui ne changeront pas jusqu'à hier. Hier, il avait exactement les mêmes mots pour décrire ce qu'il avait fait et la raison pour laquelle il l'avait fait. Qu'il y ait vidéo ou pas, il n'a jamais menti. Comment est-ce qu'il a vécu, lui, ces 14h30 de reconstitution ? Il est très combatif. Il est combatif parce qu'il sait ce qu'il a fait. C'est un homme qui n'avait jamais commis aucun acte de violence. Il a été militaire en Afghanistan, il n'avait pas tiré sur quelqu'un, il n'a jamais tiré un coup de taser, jamais lancé une grenade. Il est complètement absent de toute idée de violence. Et ce jour-là, il n'a pas eu le choix. Et donc, il reste combatif parce qu'il reste à dire « mais je n'ai pas eu le choix ». Si vous mettez à ma place et que vous dites « je fais quoi ? Je la laisse partir et elle va écraser une personne innocente ou je l'arrête ?» Et j'ai pas d'autre moyen pour l'arrêter. Et donc, je décide de blesser le conducteur. Donc, même face à la mort de Naël, encore une fois, adolescent de 17 ans, il ne reconnaît pas d'erreur et encore moins de faute. Il regrette l'issue fatale. Il n'a jamais voulu d'issue fatale, et donc c'est un choc psychologique pour lui énorme, puisqu'il n'avait jamais voulu tuer quelqu'un, il a tué quelqu'un. Et ça, il va falloir qu'il vive avec, et c'est pas très facile de vivre avec. Mais il ne regrette pas d'avoir appliqué un tir, puisqu'il est persuadé, et c'est une certitude absolue, il est persuadé d'avoir sauvé des vies. Je vous rappelle que la veille de la reconstitution, donc avant-hier, il y a quand même un cycliste qui a été percuté lors d'un refus d'obtempérer et qui était entre la vie et la mort avant-hier. Monsieur Merzouk, il est passé à 1 centimètre d'un cycliste. Il a failli le tuer. Vraiment, il a failli le tuer. Donc, on attend quoi ? On attend de laisser partir ces gens et puis qu'ils fassent n'importe quoi et qu'ils finissent par tuer. Il n'y avait absolument aucun autre moyen de l'arrêter, comme appeler des renforts, essayer de... Aucun autre. Comment voulez-vous arrêter une voiture qui est en train de partir ? Le mec, il a mis sur drive, il a le pied sur l'accélérateur. À ce moment-là, dans la seconde, comment vous l'arrêtez ? Comment matériellement vous l'arrêtez ? Il n'y a aucun autre moyen que d'appliquer un tir sur le conducteur. Et c'est la raison pour laquelle la loi l'autorise. En cas d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité, la loi autorise à ce moment-là, dans cette seconde, d'appliquer un tir. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, ça ne devrait pas aller devant une juridiction de jugement. Vous, encore une fois, ce matin, vous dites qu'il faut aller vers un non-lieu dans cette affaire. Votre client, il a donc été mis en examen. Il a passé 5 mois en détention provisoire, me semble-t-il. 4 mois et demi. Pardon, c'était il y a 10 mois. Sa vie aujourd'hui, quelle est-elle ? Est-ce qu'il travaille, par exemple ? Est-ce qu'il a repris un rôle dans la police nationale ? Alors, je ne vous dirai absolument rien de sa vie aujourd'hui, puisqu'il a changé de vie pour des questions de sécurité. Donc, il a changé de vie. Je peux vous dire qu'il avait la vie d'avant, et puis il a la vie de maintenant. Et entre la vie d'avant et la vie de maintenant, on a beaucoup parlé de cagnotte, de machin, de millionnaire. En fait, moi, je peux vous dire, il a tout perdu. Il a perdu sa stabilité, il a perdu énormément de choses sur le plan psychologique. Et c'est un homme qui a été
durablement, définitivement marqué par l'ensemble de ce qu'il avait Mais fait. changer de vie, ça veut dire ne plus être policier? Il est toujours policier, il a le droit de l'être. Donc officiellement, il est toujours policier. Voilà. comprenez Après, que ça- est-ce qu'il le sera demain? Je n'en sais Vous rien. comprenez que ça puisse perturber? Il n'est pas armé, hein, il n'a pas l'autorisation de port d'armes. Je comprends qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans et qu'il faut savoir poser les choses. Si les juges ont décidé, après 4 mois et demi de détention, de le laisser libre en lui disant interdiction de port d'armes, mais pas d'interdiction d'exercice, c'est pour une raison. C'est parce que, avec la réflexion, avec les éléments d'expertise qui étaient rentrés, avec le travail d'analyse, on se rend compte que son acte, finalement, il n'est pas si déviant que ça. Encore une question, vous l'avez évoqué, la fameuse cagnotte qui avait été lancée par Jean Messia pour soutenir votre client, qui avait permis de récolter 1 600 000 € donnés par plus de 80 000 donateurs. Il a touché cet argent? Il peut utiliser cet argent? Ce n'est pas lui qui l'a touché, c'est sa famille, puisque c'était à destination de sa famille pour l'aider à vivre. Il a touché la famille a touché cet argent. Cet argent lui a permis de se rétablir, parce que changer de vie du jour au lendemain, parce qu'on est menacé de mort, ça n'est pas si facile. Donc cet argent a permis à sa famille de se rétablir, à son gamin de pouvoir déménager. Et maintenant, cet argent, il est là, il est sur un compte. On verra bien ce qu'ils en feront, libre à eux, puisque cette cagnotte, elle est licite. Elle résulte d'une volonté de donner des citoyens qui ont massivement marqué leur soutien pour ce policier, et c'est bien légitime. La cagnotte licite, c'est l'objet d'une enquête. Elle n'est pas encore. L'enquête n'est pas terminée, à ce qu'on sait. Moi, je ne suis pas au courant d'une enquête. De toute façon, elle ne vise pas mon client, Oui. il y a peut-être des plaintes qui ont été déposées par certains à l'encontre de Jean Messia, et il en fera ce qu'il voudra. Mais ça aussi, Maître, vous comprenez que ça puisse choquer le fait qu'il y ait une telle somme qui soit à destination de la famille de votre client après ce qui s'est passé? Alors moi, ça ne me choque pas. Je trouve qu'elle est représentative d'un mouvement de soutien inédit. Inédit et extrêmement favorable. Parce qu'il y a des gens dans ce pays qui en ont ras-le-bol des refus d'obtempérer toutes les 10 minutes, qui en ont ras-le-bol d'être sous le joug de gens qui sont sans foi ni loi et qui se permettent tout et n'importe quoi avec des engins de 430 chevaux qui n'ont pas le droit de conduire, ras-le-bol, et qui ont voulu marquer leur ras-le-bol. Et moi, je trouve que c'est très positif. Après, cet argent, il en fera ce qu'il voudra. S'il veut le donner à des associations, s'il veut aller dans le sens du bien-être collectif, bah, il le fera. Libre à lui. En tout cas, cet argent lui a été donné par des gens qui ont véritablement voulu lui mettre dans la poche. Et je trouve que c'est assez représentatif d'un état de la société. Merci, Maître, d'avoir été avec nous ce matin en direct dans ce live. Merci, Maxime. Merci à vous.